Bonjour. Je vous propose qu'on démarre pour respecter tous ceux qui sont à l'heure. Et puis, comme la fois précédente, on a choisi avec l'équipe de vous proposer un format court et le plus impactant possible. Donc, on aura une demi-heure de présentation et puis la fin de la session réservée aux questions-réponses que je vous invite à poser en bas de votre écran. Vous avez un petit logo avec un point d'interrogation qui s'appelle questions et réponses. Et je vous invite à poser vos questions dans cet espace-là. Nous les regrouperons pour répondre et faire une sélection et des réponses en fin de session. Cette fin de matinée, nous sommes trois pour cette présentation qui porte plus particulièrement sur le plan de transition. J'aurai le plaisir de présenter donc avec Julia, qui s'occupe dans l'équipe de transformation durable d'EcoAct de sujets de CSRD. Et j'ai également le plaisir d'être accompagnée d'Alexis, qui a une expérience très intéressante en matière de plan de transition, plus particulièrement. Et il vous partagera en troisième partie de cette présentation son expérience. Alors après une brève introduction, comme je viens de le dire, Julia vous exposera le contenu de ESRS E1 et plus particulièrement la partie plan de transition. Alexis prendra ensuite la parole pour partager avec vous notre approche et les points qui permettent de réussir un plan de transition robuste et fédérateur comme il est écrit sur ce slide. Alors, un bref rappel avant de démarrer. Euh, le Green Deal faisait ce matin encore la une des journaux. Chez EcoAct, vous savez qu'on est très animé par un triptyque, l'impact, fonder nos approches sur la science, des méthodes robustes et troisièmement, le facteur humain, faire que tout ça finalement se diffuse. Donc on est très attaché à ce que le Green Deal peut imposer et également proposer en termes d'ambition dans notre espace européen. Un petit rappel de ce que c'est que la CSRD très brièvement. Donc, une obligation de transparence, vous l'avez en tête, et un dispositif rigoureux, complet, qui permet de porter l'information de durabilité au même niveau juridique que l'information financière, avec ce dispositif normatif qui a été publié au mois de juillet par l'EFRAG et qui continue de s'alimenter des publications récentes, un rythme annuel calé sur le rapport financier, une responsabilité prise par la direction et le conseil d'administration sur l'ensemble des données qui constituent le rapport, un audit avec la haute autorité de l'audit qui a été créée à l'occasion de l'ordonnance de décembre, et puis la publication. Donc, tout ça engage et fait porter la responsabilité sur une information qui se veut exhaustive, fiable et comparable. Et tout ça pour partager cette information et que les financements puissent être fléchés sur les entreprises qui seront les plus transparentes et les plus ambitieuses, on va dire. Donc l'EFRAG a publié donc ces 12 standards portés par cette directive qui est descendue dans notre droit national en décembre dernier par l'ordonnance du 6 décembre. 12 ESRS, j'imagine que c'est un rappel ici pour chacun d'entre vous. Et on va traiter aujourd'hui plus particulièrement de ESRS E1 qui porte sur le changement climatique. De manière générale, vous avez en tête qu'il s'agit d'un exercice engageant puisque les ESRS embarquent plus de 1000 indicateurs ou data points
L'objectif ici, c'est clairement de faire un focus sur E1, changement climatique, qui donc comporte cette exigence de plan de transition, comme exigence de publication ou disclosure requirement. Et au sein de cette exigence de publication, il est demandé aux entreprises de déterminer les ressources financières qui seront allouées à ce plan d'action. Donc on voit que c'est au sein de cette norme un dispositif majeur, engageant, chiffré, avec une trajectoire et des ressources associées. Donc quelque chose de très transformant. Avant de plonger dans le plan de transition, un petit rappel sur le contenu de ESRS E1 changement climatique, qui comporte 12 exigences de publication, parmi lesquelles ce plan de transition qui est transversal. On vous propose ici une forme de lecture des différentes exigences de publication de E1 où nous avons regroupé, pour faciliter la lecture et la compréhension, la catégorie des impacts, risques et opportunités que vous voyez s'afficher là au début du tableau, la catégorie des actions, à la fois atténuation et adaptation, la partie gouvernance, qui est également transverse, avec ce plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Voilà en substance de quoi parle ESRS E1, avec ce matin un focus sur le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Je te laisse la parole, Julia. Et donc, en effet, on va faire le focus sur ce plan de transition selon le SRS E1. Donc, c'est l'exigence de publication E11. Donc, qu'est-ce qu'un plan de transition? Vous l'avez peut-être déjà en tête. C'est pas une nouveauté qu'a inséré la CSRD. Il y avait déjà des plans de transition qui existaient avant. La grande nouveauté, et c'est ce que vous voyez là dans une des citations de l'ESRS, c'est notamment qu'il doit y avoir une démonstration de la compatibilité de ce plan avec la stratégie globale de l'entreprise et son modèle économique. Et également, ce plan doit avoir pour objectif la conformité avec l'accord de Paris, donc les fameux 1,5 degrés et la neutralité climatique à horizon 2050. Donc, ce sont les grandes nouveautés qu'introduit la CSRD sur le plan de transition. Mais il faut également avoir en tête que ça existait déjà auparavant et qu'il y a plusieurs cadres à la fois volontaires et réglementaires qui convergent vers l'incitation de la publication d'un plan de transition. Notamment, on peut penser à la CSDDD qui rendra ce plan de transition obligatoire. Euh, on a donc également en tête le fait que c'est un outil qui doit démontrer la crédibilité de l'action climatique et enfin que c'est un outil holistique pour renforcer la stratégie climat. Donc, que contient le plan de transition selon la CSRD, donc dans E1? Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez identifié lors de l'exercice d'analyse de double matérialité que le climat est matériel pour votre entreprise, vous devrez parler du plan de transition dans votre rapport de durabilité. Si vous n'en avez pas encore, vous devrez l'indiquer de façon très claire et vous devrez également indiquer que vous souhaitez, enfin si vous souhaitez ou non, si vous avez prévu d'en adopter un ou non, et la date d'adoption prévisionnelle. Si vous avez un plan de transition qui existe au moment de la publication de votre rapport de durabilité, il peut être publié sous différentes formes. Donc, tout d'abord, ça peut s'insérer dans votre rapport de durabilité comme une fraction de celui-ci, quelques paragraphes comme ce que vous voyez à l'écran. Ou alors, vous pouvez en faire un document complet qui peut prendre plusieurs dizaines de pages, qui comportera les différents indicateurs requis par E11, mais qui pourra ajouter d'autres éléments, comporter plus d'éléments graphiques, etc. Donc, les entreprises qui s'interrogent aujourd'hui sur ce qu'est le plan de transition dans le cadre de la CSRD ont souvent en tête qu'il correspond à un certain nombre d'indicateurs. C'est vrai, la CSRD demande un certain nombre d'indicateurs publiés pour rendre compte de ce plan de transition, mais il faut savoir que la plupart de ces indicateurs sont narratifs ou semi-narratifs, et qu'il y a également des indicateurs monétaires, mais surtout, au-delà de ça,
il faut savoir que derrière ces indicateurs se cache un travail conséquent et que le plan de transition demeure un plan avec notamment une analyse des impacts, risques et opportunités, la définition d'une stratégie robuste avec des objectifs et une gouvernance associée à cette stratégie, et enfin évidemment des actions et tout un processus de mise en œuvre. Donc on peut rattacher les différents indicateurs que je mentionnais à ces catégories. Donc dans votre plan de transition devront apparaître l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre potentielles verrouillées. C'est une nouvelle notion pour beaucoup d'entreprises euh, sur laquelle on pourra revenir par exemple dans l'échange de questions-réponses. Il y a d'autres risques et opportunités qui doivent être identifiés de façon claire dans votre plan de transition. Pour ce qui est de la stratégie et les objectifs et la gouvernance, donc comme je vous le disais, la nouveauté du plan de transition, c'est vraiment qu'elle doit démontrer, que votre stratégie carbone et votre stratégie globale sont bien articulées et cohérentes. Et enfin, donc les actions et la mise en œuvre, vous devez rendre compte de vos leviers de décarbonation et actions clés, et également des progrès réalisés dans la mise en œuvre de votre plan de transition à date. Euh, comme je le disais, il y a des notions que vous connaissez déjà et qui sont assez classiques, comme les actions de décarbonation, des nouveautés comme l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre potentielles verrouillées, ou alors, par exemple, un autre exemple, ce serait l'intégration ou l'exclusion des indices de référence accord de Paris. Mais ce qui est vraiment central, c'est cette cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise. Ce que vous voyez en bleu à l'écran, c'est vraiment les notions qui sont obligatoires. Par exemple, la trajectoire et les objectifs de décarbonation compatibles avec l'accord de Paris au centre. Vous serez dans l'obligation de justifier que vos objectifs sont compatibles avec l'accord de Paris. C'est une obligation qui est vraiment comprise dans l'exigence de publication E11. Mais nous, ce qu'on vous recommande, c'est évidemment de soit intégrer d'autres notions, soit de faire dialoguer, de nourrir votre plan de transition par d'autres notions qui sont également demandées dans d'autres exigences de publication de E1 et de la CSRD. C'est ce qui apparaît en blanc à l'écran et qui sont également recommandées par des cadres volontaires comme le CDP, comme des parties, euh, des parties à proprement parler de votre plan de transition. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont des notions que vous devrez interroger dans le cadre de la CSRD. Donc, il faudra les utiliser pour nourrir votre plan de transition et pourquoi pas y faire apparaître directement dans le cadre d'une réponse au CDP. Donc, comme on le disait, c'est bel et bien un plan à part entière qui nécessitera un travail d'analyse de la situation actuelle de votre entreprise et également une analyse prospective, donc notamment une analyse des impacts, des risques et des opportunités liés au climat, des contraintes et des leviers de votre entreprise. On pense bien sûr, quand on parle des risques et opportunités, aux risques physiques, mais également aux risques de transition qui devront être particulièrement importants dans la construction de votre plan de transition. Il y a également un fort travail stratégique qui devra être mené, toujours en cohérence avec votre stratégie globale, avec une définition d'objectifs en cohérence avec, les référentiels internationaux et notamment les accords de Paris, qualifier et quantifier vos actions et définir une gouvernance et des moyens alloués. Et il faudra enfin, bien sûr, piloter ce plan, le mettre en œuvre, suivre les progrès réalisés et le mettre à jour. Et également engager vos équipes dans la mise en œuvre du plan de transition et donc mener la conduite du changement, communiquer en interne sur ce plan de transition et articuler bien sûr le plan avec les autres plans de l'entreprise. Car j'insiste encore une fois, bien sûr, il faudra une forte cohérence stratégique globale avec ce plan de transition et c'est justement ce que va vous présenter Alexis sur notre approche pour garantir cette cohérence. Ouais, merci Julia. Effectivement, l'alignement entre le plan de transition et la stratégie business, c'est un élément clé du plan de transition CSRD. C'est pour ça qu'on a voulu centrer notre webinaire aujourd'hui sur ce sujet. On l'a aussi centré sur ce sujet parce que c'est une notion qui est encore assez peu familière des entreprises et sur laquelle il y a encore beaucoup de complexité, de difficultés à l'aborder. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Comment on peut répondre à la demande de la CSRD de démontrer qu'il y a une cohérence entre la stratégie business et la stratégie climat. Donc la CSRD, en demandant ça, veut précisément casser les silos qu'il y avait dans les entreprises entre la RSE d'un côté et le business de l'autre. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre les deux ensemble
Et c'est pour ça qu'on vous propose cette approche en 3 étapes qui permet de construire un plan de transition aligné le plus possible avec la stratégie business. On va revenir en détail sur chacune d'entre elles juste après, mais donc d'abord, il s'agit d'embarquer diverses fonctions de l'entreprise bien au-delà des équipes RSE et des équipes climat. Ensuite, se servir des travaux relatifs à la RSE et au climat pour nourrir les équipes stratégie et la stratégie d'entreprise. Et puis enfin, co-construire le plan de transition en faisant un catalyseur de transformation de la stratégie d'entreprise. Donc tout d'abord, l'exercice du plan de transition impose d'engager plusieurs fonctions de l'entreprise et bien au-delà de la RSE, des équipes RSE, des équipes climat. C'est assez intuitif en réalité. Si on veut que la stratégie d'entreprise soit alignée avec la stratégie climat, on a nécessairement besoin de le construire avec, pas seulement avec des équipes RSE environnement, il faut aller chercher des responsables côté stratégie, côté finance, côté marketing, opération, produits et même bien au-delà encore. Car c'est bien eux qui vont pouvoir faire le lien entre les objectifs climatiques d'une part et puis les objectifs business d'autre part. Donc il y a une manière intéressante de faire qui est de constituer une communauté d'ambassadeurs du plan de transition. Je donne l'exemple d'une entreprise de l'agroalimentaire que j'ai accompagnée dans la rédaction de leur plan de transition. On a constitué un groupe d'une vingtaine de personnes, donc qui venaient effectivement de la RSE du climat, mais aussi de la stratégie, de la finance, du marketing, des responsables produits, des responsables opérationnels, etc. On a mené plusieurs workshops, des workshops de sensibilisation aux enjeux climat, des workshops de définition du contenu du plan de transition, et puis ensuite un comité de suivi avec plusieurs allers-retours de rédaction et de relecture du contenu par cette communauté. Donc c'est une démarche qui est plutôt utile pour engager plusieurs fonctions et donc au-delà de la RSE. Ce qui est important également dans cette logique, c'est d'avoir un socle commun de connaissances entre toutes ces personnes. Et donc, chez nous, chez Equact, on propose toujours de commencer nos accompagnements par une session de sensibilisation avec tout le monde, toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet, sur les scénarios climatiques sectoriels et les grands enjeux. Ça peut être du contenu qui est redondant pour les équipes RSE, mais ça l'est beaucoup moins pour les autres. Et donc, ça permet, in fine, de mettre tout le monde au même niveau. Et c'est hyper important pour la suite. Et enfin, inclure des incentives, y compris relatifs à la rémunération, et un sponsoring COMEX lié aux objectifs climatiques, lié à la rédaction du plan de transition, peut être un outil utile pour s'assurer de l'engagement de chacun dans ce travail qui est un travail conséquent, hein, qui peut, on verra aussi un peu par la suite, qui peut durer plusieurs mois, qui nécessite beaucoup de temps, d'investissement de chacune des parties prenantes internes. Donc, c'est un travail à ne pas négliger. Une fois qu'on a réuni ces diverses fonctions autour du sujet climat, on peut passer à l'étape d'intégration des enjeux climat au cœur de la stratégie business. Et pour cela, on peut utiliser plusieurs travaux ou outils qui sont utilisés plutôt par les équipes RSE à la base, mais qui, là, dans le cadre du plan de transition, vont pouvoir être partagés au plus grand nombre. Le premier qui est assez connu, c'est l'analyse de risque, avec l'approche par scénario, l'étude de l'exposition de l'entreprise au risque physique et au risque de transition, va en fait permettre d'enrichir la stratégie business. Et trop souvent, ce qu'on observe, c'est que les études de risque sont faites plutôt pour cocher la case du reporting CDP, du reporting du rapport de durabilité, alors que ces études, en fait, sont très intéressantes pour définir aussi la stratégie d'entreprise. Et ce qui a été marquant, là encore un exemple avec une entreprise que l'on a accompagnée, c'est quand les équipes stratégie ont découvert à l'occasion du plan de transition tout le travail sur les risques qui avait été fait par les équipes RSE depuis des années. Et en fait, ça avait été fait plutôt en silo. La stratégie s'en était pas saisie jusqu'à présent. Et donc, grâce à ce travail de mise en commun à l'occasion du plan de transition, ils ont trouvé ces travaux très intéressants. Ils s'en sont servis pour les inclure ensuite dans la stratégie business. Ça, c'est exactement la logique qui est voulue par la CSRD. Donc, on voit que du coup, les indicateurs demandés par la CSRD servent vraiment, au-delà du reporting, à changer les habitudes à l'intérieur des entreprises. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est la raison d'être, ou purpose en anglais. C'est des choses qui ont été beaucoup faites ces dernières années, mais plutôt dans une logique de communication. Là, avec le plan de transition, c'est l'occasion de relier ce qu'on pourrait apparenter plutôt à un exercice de communication. On peut relier ça à des attentes réglementaires, et notamment celle de la taxonomie. La taxonomie européenne qui nous dit donc quelles activités sont compatibles avec la transition vers une économie bas carbone ou non. Et ici, notamment, on va pouvoir les relier à la notion de contribution aux objectifs environnementaux. Donc, l'UE a défini 6 objectifs environnementaux
Et on va pouvoir essayer de relier la raison d'être de l'entreprise à un de ses objectifs pour voir comment l'entreprise peut être alignée à la taxonomie et comment elle peut contribuer aux objectifs environnementaux. Si on prend l'exemple par exemple d'une entreprise qui aurait des activités de seconde main ou de reconditionnement de produits, et bien ces activités-là contribuent à l'objectif de l'UE qui est la transition vers l'économie circulaire. Donc là encore, ça permet d'aligner enjeu climat avec stratégie business, raison d'être avec contribution à un objectif environnemental. Troisième outil qu'on peut utiliser dans ce cadre, c'est les objectifs de décarbonation qui sont fixés par les équipes climat. À l'occasion du plan de transition, on peut mettre en cohérence ces objectifs de décarbonation avec les objectifs de développement, de croissance de l'entreprise, de la stratégie business et des ressources financières. C'est en particulier ici qu'on va évoquer le portefeuille de produits de l'entreprise et on va pouvoir étudier quels sont les produits bas carbone compatibles avec les objectifs de décarbonation et quels sont ceux qui doivent être progressivement abandonnés. Là encore, avoir toutes ces personnes-là autour de la table va permettre de mettre en commun des objectifs de décarbonation sur des produits qui vont pouvoir apparaître comme étant particulièrement difficiles à décarboner et donc de stimuler une interrogation sur est-ce que ces produits-là doivent être au cœur de la stratégie ou plutôt être abandonnés progressivement. Il y a également une forte attente dans les indicateurs des ISRS sur les informations en termes de CAPEX, OPEX, pour garantir que le plan de transition est bien financé. Et là, on entre probablement dans la partie la plus complexe sur les plans de transition, qui est la mise en cohérence entre les objectifs de décarbonation, les objectifs de croissance et les CAPEX, OPEX. J'avais eu un responsable de la finance d'un de mes clients qui avait dit c'est clairement l'éléphant dans la pièce. Les objectifs de croissance, ils rendent bien souvent les objectifs de décarbonation quasi inatteignables. Donc c'est un sujet qui commence à être traité sérieusement. Et même si personne n'a encore vraiment trouvé la bonne manière de faire, c'est en tout cas une forte attente de la CSRD et c'est aussi dans la logique de la CSRD de mettre ce sujet sur le tapis. Et puis enfin, l'engagement public en interne et en externe avec le SBTI, le CDP et des initiatives sectorielles que pourrait mener l'entreprise avec des concurrents, par exemple, qui permettent d'officialiser la mise en cohérence entre les objectifs business et les objectifs climat. Et enfin, dernière étape, après avoir engagé plusieurs fonctions d'entreprise et partagé les enjeux climat pour les mettre en cohérence avec la stratégie business, on peut s'atteler à la co-construction du plan de transition. On insiste bien sur la co-construction. Notre approche, c'est vraiment d'utiliser cette communauté d'ambassadeurs que vous aurez créée entre la finance, la stratégie, le marketing, la RSE, etc., pour que ça soit un document, in fine, qui soit collectif et qui ne soit pas uniquement du fait des équipes RSE. C'est vraiment plus efficace, plus intéressant, plus riche d'en faire un document co-construit. Donc pour construire ce document, on va avoir deux inputs majeurs qui sont d'une part les enjeux climat, qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, les risques, les objectifs de décarbonation, etc. Et puis d'autre part les enjeux business, les objectifs de croissance, la raison d'être de l'entreprise dans un monde bas carbone, quel serait le portefeuille de produits bas carbone pour cette entreprise dans le futur. Et avec ces inputs, on va pouvoir co-construire ensemble le plan qui va être composé d'items assez classiques d'un plan, les descriptions des actions de décarbonation, les échéances temporelles, les OPEX, CAPEX. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir une cohérence entre la trajectoire carbone et la trajectoire financière de l'entreprise. Et puis ensuite, les modalités de mise en œuvre, donc les ressources humaines, la gouvernance, les leviers, les freins, les indicateurs et le suivi. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont des items qui sont requis par la CSRD, par les SRS I1.1. Donc ça permet d'encadrer aussi la structure du plan avec tous ces éléments qui doivent y figurer. Et puis ensuite, l'étape de mise en œuvre et de suivi qui vient elle-même réalimenter le plan. Donc il y a une flèche qui revient vers la co-construction du plan, puisqu'il est recommandé de mettre à jour le plan de transition régulièrement, idéalement chaque année, et à minima tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, c'est le minimum demandé. Mais il faut voir vraiment cet exercice de plan de transition comme un exercice cyclique où on va co-construire le plan, mettre en œuvre, avoir des retours sur la mise en œuvre, suivre les progrès et donc pouvoir le mettre à jour en fonction des difficultés qu'on a observées ou au contraire des choses qui se sont passées plus facilement que prévu. Donc il faut le voir comme un document évolutif qui va être amené à évoluer quasiment chaque année. Donc ça, c'est l'approche qu'on propose chez EcoAct et qu'on adapte naturellement selon votre niveau d'avancement, de maturité. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette approche, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra tout à l'heure.
Je vais maintenant laisser la parole à Anne pour conclure ce webinaire. Merci. J'espère que par cette présentation, on a pu illustrer ce qui nous tient tellement à cœur, c'est comment finalement ce cadre réglementaire propose un levier de transformation et d'engagement puissant. On le voit à travers l'accompagnement de nos clients et on voit combien finalement le fait d'imbriquer ces plans de transition dans la stratégie de l'entreprise est de nature à faire bouger les choses. Euh, on est disponible dans le quart d'heure qui nous reste pour répondre à vos questions. Euh, alors, je regarde ce qui nous est demandé. Alors, peut-être une première question. Peut-être, on a une question sur la charge de travail et peut-être la durée qu'il faut prévoir pour bâtir un plan de transition. Est-ce que Alexis, tu veux nous Ouais. répondre à cette question? Alors, ça va évidemment dépendre fortement de ce que vous avez déjà en stock, de votre côté, ce que vous avez déjà sur étagère. Si vous avez déjà un plan de décarbonation quantifié en termes de carbone et finances, que vous avez déjà votre analyse de risque, etc., ça peut être un exercice qui est assez rapide et simple, puisque ça va surtout être de la compilation d'informations existantes. Si en revanche, vous êtes beaucoup moins avancé et qu'il vous manque énormément d'éléments, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, je dirais à peu près 6 mois, selon les briques qui vous manquent. Mais ça va être 6 mois avec une charge de travail qui va être de 2 jours par semaine à peu près, hein, en termes de rassemblement des éléments, définition des éléments manquants, et puis ensuite rédaction. On a également une question, alors je ne sais pas si Alexia ou Alexis, une personne qui souhaite que nous revenions sur la définition des émissions verrouillées. Ouais. Et les indices de référence, je crois qu'il y avait ça aussi dans la question. Donc les émissions verrouillées, les indices de référence, effectivement, c'est les deux éléments clés vraiment nouveaux dans le plan de transition. Alors pas vraiment nouveau dans le paysage de la stratégie climat, mais c'était quelque chose qui était plutôt pas vraiment mis en avant. Donc là, à l'occasion de la CSRD, c'est remis sur le devant de la scène. Les émissions potentielles verrouillées, une définition assez simple qu'on peut faire, c'est les émissions potentielles futures qui sont générées par l'exploitation des actifs et des produits que vous vendez actuellement et que vous possédez actuellement. Donc, en d'autres termes, ça permet de voir quelles émissions vous allez émettre, quoi qu'il arrive, dans les prochaines années, du fait de tout ce qui vous appartient aujourd'hui en termes d'actifs et de produits que vous avez déjà vendus. Donc, un exemple type qu'on peut donner pour que ça soit plus parlant, c'est les moyens de transport possédés par l'entreprise. Si vous avez une flotte d'avions, de jets dans l'entreprise ou des véhicules thermiques, le fait que vous allez continuer à vous en servir probablement dans les 10 prochaines années en mettant de l'essence dedans, etc., ça constitue des émissions verrouillées. Si vous êtes une entreprise plutôt de l'industrie, que vous avez par exemple des chaudières industrielles au gaz, au fioul, des aciéries, etc., pareil, ces actifs-là, ils vont continuer à émettre des émissions dans les prochaines années, à moins qu'ils soient vendus ou transformés. Et donc cette demande de l'ISRS de mesurer les émissions potentielles verrouillées, ça permet de voir quels sont les freins potentiels à la décarbonation du fait de tout ce qu'on a encore en stock aujourd'hui et comment on peut avoir un plan de gestion particulier pour transformer ou supprimer progressivement ces actifs. Ça, c'est pour les émissions potentielles verrouillées. Et puis, pour les indices accords de Paris. Donc, les indices accords de Paris, c'est des indices financiers qui reproduisent des indices boursiers, c'est-à-dire qui sont composés de parts d'entreprises. Et il y en a certains indices qui sont définis par la Commission européenne comme des indices alignés avec l'accord de Paris. Et donc, c'est des indices qui doivent respecter plusieurs critères, principalement d'avoir un engagement net zéro, ainsi qu'une intensité carbone plus basse que les autres indices et en diminution d'une année sur l'autre. Et donc, si vous êtes exclu de ces indices-là, il faut l'indiquer dans le plan de transition.
Ça concerne majoritairement les entreprises du secteur oil and gas, et des armes et du tabac, donc plutôt énergie fossile, mais ça peut aussi concerner d'autres entreprises. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut vérifier dans le cadre de son plan de transition. Voilà pour cette question sur les émissions VOI, indice de référence. Merci Alexis. On a une question aussi parmi nos clients. Est-ce que certains ont engagé une réflexion sur l'évolution et la transformation de leur business model? C'est clair que le fait de s'atteler à ce travail de plan de transition avec autour de la table la finance, la stratégie, les opérations, le commerce, voire même le marketing, hein, eh bien, ça engage des réflexions sur ce sujet-là à partir du moment où eh bien, les entreprises se rendent compte que finalement d'atteindre le net zéro ne va pas pouvoir passer sans engager des réflexions plus profondes. Alors évidemment, ça dépend beaucoup des secteurs d'activité, mais ce qu'on voit s'engager très clairement, c'est, Alexis le mentionnait tout à l'heure, des réflexions sur les portefeuilles produits, où en fait on a de plus en plus ce travail enfin de mise en différentes catégories des produits émissifs, la manière de les faire évoluer pour qu'ils soient de moins en moins émissifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment très, très fréquemment. Et certains de nos clients, en effet, réfléchissent à faire pivoter un modèle transactionnel vers des modèles d'usage. C'est pas simple. C'est parfois des réflexions qui sont engagées à horizon de plusieurs années, mais qui commencent clairement à émerger. C'est encore tâtonnant, mais c'est clairement des réflexions qu'un certain nombre d'entreprises sont en train de mener. Je ne sais pas si tu souhaites compléter, Alexis. Non, c'est très bien. Alors, Une question sur les exemples d'entreprises qui ont déjà publié leur plan de transition, des exemples qui peuvent faire office de référence benchmark. Oui, il y en a. Alors, il y en a aucune qui est vraiment 100% compliant, mais en tout cas, il y en a qui peuvent vous inspirer. Si on prend un peu le minimum qu'il faut faire pour être compliant, vous pouvez regarder Unibail, qui a publié récemment dans son rapport de durabilité. Donc, ça correspond à 6 pages dans leur rapport. Et puis après, vous pouvez aller voir d'autres entreprises qui ont pris l'exercice un petit peu plus à cœur en faisant des documents plus détaillés. En premier lieu, Danone, le plan de transition climat de Danone publié en fin d'année dernière, le plan de transition de Philip Morris, celui de Nestlé et d'Unilever également peuvent servir de benchmark. En sachant que ceux-là ont été publiés un petit peu avant la publication des ISRS, donc ils ne sont pas vraiment alignés ISRS, mais ils s'y rapprochent. Je trouve qu'il est intéressant pour rebondir sur ta réponse, Alexis, c'est que parmi les entreprises qu'Alexis a citées, un certain nombre se sont engagés de manière volontaire hein, dans le cadre du référentiel CDP, qui a certaines caractéristiques légèrement différentes du plan de transition ESRS E1. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que à la fois la maturité des entreprises au fil des années évolue et on va vers des réflexions de plus en plus profondes. Et le cadre volontaire a poussé les entreprises à faire ça également. Donc on voit bien à la fois la dynamique interne de l'entreprise quand elle se met en route sur un sujet comme celui-ci et le driver de la réglementation. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette double dynamique. Et encore une fois, les ESRS vont nous donner la possibilité, avec la publication des données, d'avoir vraiment une comparaison de plus en plus fine du niveau d'ambition des uns et des autres. Dans les différentes questions, il y avait également
quels sont, et ça c'est peut-être à nouveau une question pour toi, Alexis, quels sont les bénéfices internes de faire cet exercice? Alors, les bénéfices internes sont vraiment nombreux. C'est pour ça qu'on encourage vraiment cette approche de co-construction également. C'est déjà un bénéfice d'engagement. Le fait d'inclure plusieurs personnes dans la réflexion, ça va mener à plus d'engagement de la part des différentes parties prenantes des différents départements, plus de motivation. Et donc, in fine, la mise en œuvre du plan ensuite sera bien plus efficace. Et puis, un deuxième bénéfice très important, c'est l'alignement. On a beaucoup parlé d'alignement entre stratégie de business et plan de transition. C'est vraiment le cas, hein. C'est vraiment la logique de la CSRD. Et donc, quand on implique les parties prenantes internes, on augmente par ricochet l'alignement entre le plan de transition et ce qui va se passer en réalité au niveau business dans l'entreprise, en termes d'opération, de marketing, etc. Quand on parle d'objectifs de décarbonation avec un responsable marketing, et ben, au moment de faire ses campagnes marketing, il aura toujours ça en tête, il aura en tête ce qu'il aura écrit dans le plan de transition, et donc ça va infuser dans ses activités ensuite. La même chose pour les opérations, pour la finance, pour la stratégie, pour les produits. Donc c'est vraiment une mise en cohérence globale de toute l'entreprise, et puis une démarche d'engagement aussi. Alors, je suis en train de regarder. On a une question intéressante sur l'impact de la chaîne de valeur amont sur le sujet du plan de transition. Quel est votre ressenti sur les exigences que les entreprises soumises demanderont à leurs fournisseurs notamment? Merci de la question. Je pense c'est une belle transition parce que je pense qu'on vous proposera également un webinaire sur le sujet de l'engagement des fournisseurs, si on y arrive avant l'été ou à tout le moins à la rentrée. C'est un sujet qui n'est pas simple, mais qui souvent, à l'issue du bilan carbone, revient sur le dessus de la pile, parce qu'un certain nombre d'organisations constatent que l'effort doit être beaucoup plus conséquent dans le scope 3 et particulièrement côté fournisseur que dans leur scope propre. Là encore, chez EcoAct, on a plusieurs convictions. Je peux vous les partager comme ça spontanément et je te laisserai compléter, Alexis, si tu souhaites. Et je pense que il y a également là un chemin de maturité à parcourir, notamment sur une appréhension de plus en plus précise des émissions des fournisseurs. On commence généralement par une estimation et plus la maturité augmente, plus les entreprises arrivent à avoir une vision la plus claire possible des émissions de leurs fournisseurs et c'est un sujet en soi. Cette évaluation de plus en plus précise permet ensuite de sélectionner les fournisseurs stratégiques avec lesquels s'atteler au sujet. Et eh bien, à ce moment-là, il y a plusieurs, évidemment, façons de faire, hein. Il peut y avoir une approche plus verticale, on va dire, ou une approche plus collaborative qui consiste à définir des programmes d'embarquement, de sensibilisation, de co-construction également qui peuvent être doublés d'incentives, voire également d'un cadre contraint au terme duquel les fournisseurs qui ne s'engageraient pas pourraient voir leur coopération avec des entreprises concernées remise en cause. Donc, c'est vraiment un sujet très, très important qui embarque évidemment les fonctions achats auprès desquelles les départements RSE, enfin que les départements RSE peuvent soutenir de manière très importante dans la démarche. Une autre question de Franck qui demande comment convaincre la direction d'engager de tels travaux sur le plan de transition. Donc le premier argument, c'est évidemment la conformité CSRD, même si aujourd'hui le plan de transition n'est pas
formellement obligatoire et il va probablement l'être dans les prochaines années. Donc ça, c'est un fort argument d'anticiper cette future obligation dès maintenant en engageant les travaux sur le plan de transition et en pariant sur le fait qu'on va l'améliorer petit à petit. Et donc la première version du plan de transition ne sera pas forcément très complète, mais en tout cas, le plus tôt on commence et le mieux on se prépare pour la future obligation. Un deuxième argument, c'est un argument réputationnel vis-à-vis des parties prenantes externes, des fournisseurs, des consommateurs, des investisseurs. C'est envoyer un signal fort que d'avoir un plan de transition publié aujourd'hui. Et puis un troisième argument qu'on peut donner, c'est un argument de motivation et d'engagement en interne. Toutes les personnes avec qui on a travaillé avec nos clients sur le plan de transition étaient toutes très motivées et très enjouées à l'idée de travailler sur un plan de transition public. Je pense que vraiment le fait qu'il soit public, ça pèse beaucoup dans la balance et dans la motivation aussi que vont apporter chacun des participants en interne dans l'entreprise, puisqu'ils savent que le fruit de leurs travaux sera vraiment concret plus que publié et mis à disposition de tout le monde en externe. Donc conformité, réputation et puis engagement interne, voilà, je pense que ça fait déjà pas mal de bénéfices hein, et d'arguments pour convaincre votre direction d'engager ces travaux sur le plan de transition. On a une demande également de rappeler, Alexis, le nom des entreprises qui ont déjà publié des plans de transition. Et j'imagine, Alexis, qu'on peut aller sur le site du CDP, peut-être pour voir la liste des entreprises. Tu ne l'as pas dit, mais j'imagine que c'est un moyen aussi de trouver ça. C'est aussi un moyen si vous avez accès à la base de données complète du CDP, mais donc les noms principaux, c'est Unibail dans leur rapport de durabilité, Danone, Philip Morris, Nestlé, Unilever, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est les premiers qui me viennent en tête. Oui, avec peut-être un léger distinguo. Unibail, c'est plié à l'exercice de CSRD avec un an d'avance. Donc Unibail, c'est vraiment un des premiers rapports compliant CSRD. Là où Danone est sous tout contrôle, Alexis, on est sur la publication d'un plan de transition dans le cadre du CDP qui ne manquera pas d'être utilisé pour être mis au format dans le cadre de la publication en 2025 du rapport de durabilité de Danone. Ouais. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il nous reste peut-être une minute pour une dernière question. Est-ce que Anne, il y en a une que tu souhaites prendre? Peut-être. Je regarde, parce qu'on a couvert pas mal de sujets. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Le lien, j'en prends une rapide là, le lien entre la taxonomie et le plan de transition, demande Marie. Alors l'alignement à la taxonomie, c'est un des éléments demandés par le plan de transition CSRD. Donc il s'agit de dire si vous êtes éligible à la taxonomie européenne et si vous êtes aligné. Et dans le cas contraire, de faire un plan d'alignement à la taxonomie. Donc on en parlait tout à l'heure en reliant la raison d'être de l'entreprise aux objectifs de contribution aux objectifs environnementaux de l'UE. Ça peut être une des manières de faire, même si l'indicateur qui est demandé, c'est vraiment le pourcentage du chiffre d'affaires éligible à la taxonomie et aligné à la taxonomie. Merci beaucoup. On arrive au terme de ces 45 minutes. Morgane, qui travaille avec nous, vous a donné quelques petits tips et également informations sur nos publications. Donc, n'hésitez pas à vous manifester pour être dans notre base de données et recevoir nos newsletters. Et puis, prochaines actualités, la semaine prochaine, nous avons un webinaire avec Sweep où nous porterons un regard croisé sur la CSRD. Et puis, vous avez également là le lien vers les newsletters avec les publications et cette image de CSRD, boussole de la transformation durable des entreprises. Merci beaucoup de votre présence à tous et bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.